Salut, c'est Quentin et bienvenue dans Hold Up, le podcast des banquiers. Je te partage chaque semaine en solo avec un invité des thématiques qui me passionnent. Nous allons parler d'humains, de clients, du monde de la finance et des affaires et surtout de comment toi tu peux améliorer ta performance et faire la différence dans un monde toujours plus concurrentiel. Alors si le programme t'intéresse, je te dis à tout de suite pour ce nouvel épisode. Salut à toi et bienvenue dans ce tout nouvel épisode, j'espère que tu vas bien et j'ai envie aujourd'hui qu'on aborde un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui de la gestion émotionnelle. Alors, pourquoi est-ce que ça me tient à cœur tout particulièrement ? Car c'est une compétence que j'ai développée relativement tôt, notamment du fait de mon ancien passif de sportif de haut niveau, où j'étais gymnaste, où j'ai fait pas mal de compétitions. Et quand tu te retrouves tout seul sur un praticable face à une centaine de personnes, 5 juges, et que tu sais qu'en 1 minute 30 tu vas être jugé sur une année de travail, crois-moi, tes émotions, elles sont à leur comble. Et c'est cette compétence justement que j'ai continué à travailler, car c'est le propre d'une compétence. Une fois que tu l'as, tu ne peux faire que la développer et l'améliorer. La gestion émotionnelle, c'est pour moi une compétence clé pour nos vies personnelles, pour nos vies professionnelles, dans nos relations avec nos proches, et parfois simplement une compétence utile pour supporter le poids du quotidien. Et en ce moment, il est particulièrement lourd, non ? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que notre environnement de travail, ainsi que la manière dont on a de le réaliser, a plutôt changé dernièrement, notamment l'année passée. Le home office ou le télétravail est devenu la norme imposée, et certaines entreprises fonctionnent dorénavant uniquement en remote work, donc en travail à distance, et même quand on y regarde, il est de moins en moins rare en fait de croiser le chemin d'entreprise ou d'entrepreneur dont, tu sais, le CEO, le DG est à New York, le directeur marketing à Paris, la directrice des ventes à Marseille et une partie de l'équipe un peu aux quatre coins du monde. Moi, je trouve ça plutôt cool. Ça a permis l'ouverture de certaines, alors, je sais pas comment dire ça, de certaines normes établies. D'ailleurs, on sait pas trop pourquoi. Enfin, si en fait, la peur du changement, tout simplement. Mais ça a aussi permis l'avènement de nouveaux styles de management. La communication, la sociabilisation, la compta, les projets, tout ça maintenant ça se fait d'une manière différente. On voit tous les outils, Notion, Slack, Zapier qui prennent de plus en plus d'ampleur dans le travail des équipes pour automatiser, pour créer un espèce de sentiment de lien. Et on essaie de digitaliser un peu la relation sociale. Dans tous les cas, on teste et on apprend. Mais voilà, comme une pièce n'a jamais une seule face, on commence aujourd'hui à percevoir certains revers. Il y a des équipes entières qui savent qu'elles ne retourneront pas au bureau. Les premières études sont en train de tomber et elles montrent que pour certaines entreprises, ça va représenter jusqu'à 75% de l'effectif global. C'est énorme. Bien entendu, un grand nombre de collaborateurs trouvent un certain plaisir à rester chez eux car ils se découvrent une certaine productivité, une nouvelle organisation de leur travail. Et de l'autre côté, il y en a qui morflent un peu plus. Il y en a pour qui l'emprisonnement, car c'est exactement ce que certaines personnes ressentent actuellement, ce sentiment d'emprisonnement est très très lourd. Donc toute cette nouveauté, ça fait émerger de nouveaux challenges. Et je sais j'ai certains collègues, des coachs qui sont fortement sollicités pour accompagner ce changement, en amenant de nouvelles compétences au niveau de l'organisation du travail, de la productivité, de l'efficacité personnelle même, mais aussi sur un autre sujet qui est moins en vogue, c'est celui de la gestion émotionnelle. Et pour moi, la gestion émotionnelle, c'est vraiment la pierre angulaire, car c'est la compétence qui va te permettre d'être bien avec toi-même, de vivre avec toi-même, avec tes pensées, avec tout ce qui t'entoure et ton environnement, toute la charge mentale que tu vas avoir au quotidien, tout en restant serein par rapport à l'avenir, sans tomber dans le piège des maux psychologiques, des problèmes psychologiques, l'anxiété, le stress chronique, tout ça. Donc tu vois, il y a une chose dont tout le monde parle, c'est l'isolement, qui va générer du stress, qui va générer de l'anxiété, et qui peut même mener jusqu'à la dépression. Ça, les entreprises, elles commencent à le percuter, elles commencent à s'en rendre compte, elles commencent à voir qu'il y a un problème. Et ça, à de nombreux niveaux. Comment est-ce qu'on gère les onboarding ? Comment savoir si un collaborateur va bien ? Comment simplement échanger ? Ce matin, j'ai reçu un email d'une personne qui est inscrite à mon programme gratuit Croissance Hebdo, donc c'est des micro-formations, et justement, elle me partageait le fait qu'elle vient de devenir directrice générale d'une société, de reprendre la direction générale d'une société, et que dans le climat actuel, créer un lien social, vérifier si les collaborateurs vont bien, accueillir les nouveaux collaborateurs et créer un sentiment de sociabilisation entre tout le monde, un sentiment d'unité, c'est une vraie galère, c'est vraiment un enfer. Et la problématique donc sous-jacente, c'est comment est-ce que émotionnellement les collaborateurs gèrent ça. Et aussi au final, quelles sont les répercussions sur la santé des employés. Ça, c'est un sujet qu'on n'apporte pas encore beaucoup.
Puis il y a la fatigue mentale liée aux visioconférences, à Zoom, à Teams. La première étude sur le sujet, je crois qu'elle nous vient de Stanford. Et cette étude de Stanford nous montre que notre cerveau et nos yeux ne sont pas faits pour supporter le niveau d'attention généré par des visioconférences à longueur de journée. Quand on est dans une relation quotidienne, face à face, si j'étais face à vous, on se regarderait, mais parfois notre regard irait voir ailleurs. Alors que lorsqu'on est sur un écran, on est fixé sur son écran. Et en plus, on a un miroir de tout ce qu'on fait. Ça, c'est une charge mentale supplémentaire. Car cognitivement, on est concentré sur ce qu'on voit, sur ce qu'on dit, et sur ce qu'on est en train de faire en général. Notre cerveau n'est pas fait pour ça. C'est comme si vous restiez, 1 heure, 2 heures devant un miroir, à vous parler. Le cerveau, ça, il a du mal à le supporter. On va faire un petit exercice. Imagine-toi il y a quelques mois. Tu avais le trajet pour aller au travail, les échanges avec les collègues, la pause déjeuner, tu pouvais sortir pour ta pause déjeuner ou tu pouvais aller à la cafette, les déplacements d'une salle de réunion à une autre ou simplement les rendez-vous avec les clients. Ça, c'est autant de choses pas forcément flagrantes à première vue, mais qui néanmoins permettaient de générer des micro-sas de décompression, comme je les appelle. Tout ça, ça a disparu. En ce moment, nous assistons à une série de burn-out et de dépression sans précédent. C'est important à noter, car toutes ces micro-normes et limites sociales, elles ne se mettent plus entre nous et notre travail. Il en résulte même que les plus accros à la performance, les high performers, les high achievers, les grands leaders de boîte, trouvent difficile de s'arrêter. Ont une vision de la barrière entre le début et la fin de la journée de travail qui n'est plus aussi nette qu'avant, voire même qui est totalement effacée. Ce qui crée du stress pour eux. Ils génèrent énormément de travail, ils ne savent pas comment s'arrêter, mais aussi pour tous les collaborateurs à qui ils demandent beaucoup plus de travail, consciemment ou inconsciemment. Pourtant, ce n'est pas parce que nous ne voyons plus ces limites qu'elles n'en sont pas moins nécessaires. Je le répète, ce n'est pas parce que nous ne voyons plus ces limites qu'elles n'en sont pas moins nécessaires. C'est pour ça que depuis 1 an, on voit énormément de hacks, de cours, de formations, de tips, d'astuces sur la productivité, sur la gestion du temps. Car effectivement, quand on ne voit pas les choses, il faut quand même arriver à les maîtriser. Bon, alors, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, je peux commencer par te partager des outils que j'utilise sur moi, régulièrement, pour réguler les excès de stress liés à la vie courante, liés à mon job, liés à mes relations, liés à n'importe quelle situation. Et ça d'ailleurs, je fais une aparté, je tiens à souligner, tous les outils que je te transmets, dans le podcast, dans mes cours, sur LinkedIn, à travers n'importe lequel des contenus auxquels tu vas être exposé, sache que je les ai utilisés, je les ai testés et qu'ils ont fonctionné sur moi et mes clients. Je ne communique que sur ceux que je connais réellement et personnellement. Sinon, ça n'a aucun intérêt, c'est de la spéculation. Donc je mets fin à cet aparté. Pour en revenir à notre sujet, aujourd'hui en fait on a besoin de nouveaux outils pour éviter les traumatismes psychologiques relatifs à la distanciation sociale, au manque social et aussi à la surcharge de travail. Et ce pour une bonne raison. Je vais te faire une seconde aparté, mais cette fois sur le fonctionnement de notre cerveau. Ça va être très rapide, ne t'inquiète pas. Tu sais, lorsque tu te pinces, lorsque tu tapes le pied contre l'angle de la table basse, tu ressens une douleur physique énorme. Mais lorsque tu fais l'expérience d'une blessure psychologique, d'une blessure émotionnelle, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une engueulade, ça peut être une perte dans ta famille, ça peut être n'importe quoi. Ton corps ne ressent pas cette douleur. En tout cas, il la ressent pas physiquement. Mais par rapport à ça, il y a un point qui va t'intéresser. Les réseaux au sein de notre cerveau sont les mêmes pour la douleur mentale et la douleur physique. Les mêmes zones sont activées. Alors imagine une seconde ce que ça implique pour toi. Imagine avoir une rage de dents pendant des semaines, une douleur infernale qui ne passe pas, jamais, qui est toujours là et pour laquelle tu donnerais n'importe quoi pour qu'elle passe. Tu imagines ? Eh bien, une douleur émotionnelle, c'est ça. Seulement, tu vas le ressentir différemment. Pour ton cerveau, c'est un ressenti de douleur pure qui ne passe pas. Et lorsque cela devient régulier, prends bien conscience que la chimie de ton cerveau, elle change, elle aussi. Et c'est ça qui va mener vers les maux psychologiques. La dépression, c'est ni plus ni moins qu'un changement chimique qui s'opère au sein de ton cerveau. Et pour sortir la dépression, il faut rééquilibrer ce changement chimique. L'émotion, elle de son côté, elle fonctionne de la manière suivante, en une ligne. Quand il se passe quelque chose à l'extérieur, tu y réagis automatiquement à l'intérieur. Et après, en fonction de est-ce que tu sais gérer tes émotions, ton stress, la pression, tout ça, à l'intérieur, ça va prendre plus ou moins de place. Maintenant qu'on a bien fait le tour du problème, laisse-moi te partager 3 techniques pour remédier précisément à ça. La première technique que je veux partager avec toi, elle s'appelle la distanciation émotionnelle. Et non, il n'y a pas de jeu de mots, c'est pas en lien avec la distanciation sociale.
Mais par contre, ça a exactement le même principe. Il va s'agir ici de regarder son émotion à la troisième personne. Faire un pas en arrière, ça permet de voir ce qui se passe, que ton émotion soit de la frustration, de la colère, de l'anxiété ou de la déception, et d'adopter un point de vue différent. Mais voilà, pour faire simple, prenons un exemple. Ton épouse ou ton mari te dit quelque chose et toi tu vas y réagir au quart de tour sans prendre conscience de ce qui se passe. Pourtant, peut-être que simplement tu interprètes mal le message et que ta réaction automatique, elle est liée à ton histoire personnelle. Car effectivement, tous les schémas de réaction qu'on a, les plus courants, quand on réagit à une émotion, quand on réagit à une confrontation, ils se sont construits vis-à-vis de notre passé, car ils sont directement liés à nos expériences passées. Maintenant, imagine-toi à ce moment, juste avant ta réaction automatique. Imagine penser à ce que tu viens d'apprendre, là maintenant, à prendre une profonde inspiration, à marquer un temps d'arrêt et à observer la scène qui se déroule en toi, un peu comme si tu étais au cinéma, au final. Prendre du recul, à travers cette technique simple, ça permet d'atténuer l'impact de l'émotion et de constater qu'une situation a toujours au moins deux facettes. Oui, alors, je te l'accorde, cette technique, elle demande un peu d'entraînement, mais avec l'habitude, elle devient un réflexe qui va t'apporter un sang-froid incroyable. Prends l'habitude d'exécuter. C'est que comme ça qu'on intègre les techniques que je peux partager avec toi ou que tu peux apprendre dans d'autres livres, dans d'autres vidéos, dans d'autres podcasts. L'implémentation, c'est la clé du changement. La deuxième technique que j'ai envie de te présenter, c'est ce qu'on appelle le futur positif. Je pense que ça, j'en parle à tous mes clients, j'en ai parlé à tous ceux qui sont abonnés à mes cours, j'en parle à ma famille, j'en parle à tout le monde. C'est une clé de liberté et de légèreté qui est extrêmement forte, c'est la règle des 5 à 5e. Alors, l'acronyme peut paraître compliqué, mais laisse-moi te le traduire. Lorsqu'un problème ou une situation stressante ou inconfortable surgit, pose-toi systématiquement cette question. Cela va impacter ma vie dans 5 ans. Sinon, n'y accorde pas plus de 5 minutes. La force de cet exercice, elle réside en fait dans son ratio. C'est que tu vas très vite te rendre compte que 95 à 99% des situations que tu vas rencontrer au quotidien, elles vont pas impacter ta vie dans les 5 prochaines années. Alors relax, respire, passe à autre chose. Et si par contre, elles impactent ta vie dans les 5 prochaines années, oui effectivement, là tu dois te concentrer et surtout te calmer, car c'est à travers ton sang-froid et ton calme que tu arriveras à y répondre de la meilleure manière. Le troisième outil, là on va parler sémantique et langue de Molière, mais aussi un peu d'observation. Apprends à observer tes émotions. Cette technique, elle est très scolaire et ça va requérir un peu de travail de ta part. Elle va se passer en 3 étapes. Le matin, tu vas prendre l'habitude, dès ton réveil, de te poser la question suivante. Comment est-ce que je me sens aujourd'hui ? La deuxième étape, c'est que tu vas poser la question et tu vas y apposer les bons mots. La colère et la frustration, c'est pas pareil. La tristesse et le dégoût, c'est pas pareil. Être en colère et être frustré, ce n'est pas pareil. Alors, tu as compris le principe. La troisième étape, c'est de bien comprendre que il faut que tu sois extrêmement précis, car plus tu vas être précis, plus tu vas être attentif à ce qui se passe en toi. Cet exercice, il va forcément te demander d'affiner ton vocabulaire relatif aux émotions. Ça, c'est une condition sine qua non. Surtout, ne néglige pas ce travail, car au final, c'est un peu comme un sésame vers une meilleure connaissance de toi. Et donc, au final, une meilleure efficacité dans la vie. Mets tout ça en application, sois sérieux, car tu es forcément concerné. Aujourd'hui, je n'ai croisé personne dans ma vie à qui ces conseils ne sont pas utiles. Fais-en bon usage, je te dis au prochain épisode, et ciao, à très bientôt. Ok les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Parlez-en autour de vous et faites passer le message. Abonnez-vous, mettez-moi une petite étoile et rejoignez-moi chaque semaine pour un nouvel épisode qui a pour objectif d'apporter un maximum de valeur à vos vies et vos carrières. Chaque jour est un bon jour pour grandir. Servez les autres avec sincérité, faites vivre des émotions et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine.